Donc, on va commencer le prochain cours qui sera sur l'entraînement en graphe computationnel et backpropagation. Donc, par rapport à ma première présentation, cette présentation sera plus technique avec plus de mathématiques et je vais essayer d'aller assez lentement pour vous dire exactement c'est quoi backpropagation et une approche à partir de graphes computationnels. Donc, je vais faire deux exemples. Je vais faire un exemple avec un graphe computationnel très simple, qui n'aura pas trop de lien avec le deep learning, juste pour montrer un peu la généricité de cette approche. Et ensuite, on va faire un deuxième exemple avec un graphe computationnel d'un modèle simple. Donc, on va commencer par quelques rappels de calcul différentiel. Donc, vous avez probablement vu ça il y a très longtemps. Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction? Et peut-être au cégep, vous vous disiez, bien, à quoi ça va servir dans ma vie? Mais ça sert maintenant, aujourd'hui. Donc, la dérivée d'une fonction. Une fonction, on peut voir ça comme un programme qui va prendre une entrée ici qui est un nombre réel et qui va retourner un nombre réel. Et la dérivée, bien, je la définis comme ça. Je vais utiliser cette notation avec une sorte d'apostrophe que j'ai appelée prime. Donc, la dérivée g' évaluée au point x, ici, c'est g évalué au point x plus delta x. Delta x, c'est le petit pas que je faisais auparavant. Le delta x, c'est vraiment un pas dans une direction. Moins g évalué au point x, donc où j'étais auparavant, et je vais diviser par la longueur de mon pas. Et je vais prendre la limite lorsque ce pas va diminuer vers 0. Et ça, sur une fonction en deux dimensions, une fonction en celle-ci, ça va me générer une sorte d'approximation locale. G' ici, ça va me donner la pente évaluée en ce point. Et vous voyez que localement, ça donne une bonne approximation. C'est-à-dire que cette fonction, les valeurs ici, collent assez bien à la fonction qui est plus complexe ici. C'est une approximation locale. Ensuite, bien, des exemples de dérivées. Si on a une fonction linéaire avec x un réel, w réel, b réel, bien, prendre la dérivée de g de x, si vous vous souvenez de vos cours, c'est juste w finalement. Sigmoïde, c'est un petit peu plus compliqué. Je donne juste la formule, mais à titre d'exercice, vous pouvez essayer. C'est la dérivée de g, c'est la valeur de la sigmoïde au point x multipliée par 1 moins la valeur de la sigmoïde au point x. Sa dérivée est exprimée en termes de la fonction sigmoïde. Et la fonction rectified linéaire, on l'a déjà dit, elle a une dérivée un peu spéciale. Donc, si la valeur de x est plus faible que 0, sa dérivée est égale à 1 parce que c'est la valeur de x. Et si c'est négatif, bien, la valeur est 0. Ce qui fait en sorte que cette fonction, donc le gradient, c'est une fonction évaluée à un point x, c'est une fonction discontinue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une fonction différenciable au point x? Là, j'ai mis vraiment une fonction qui fait peur. Ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est une bonne approximation linéaire. Regardez au numérateur. Au numérateur, on a une différence entre l'altitude que j'ai évaluée avec un petit pas dans une direction, moins l'altitude évaluée au point précédent. Ça me donne une différence. Et je fais la différence de cette différence avec cette fonction qui est la dérivée de g évaluée au point x fois la longueur de ce pas. La limite ici va faire tendre delta x vers 0. Et il faut que le numérateur diminue plus rapidement que le dénominateur. Et si j'ai ça, ça veut dire que ce terme ici, c'est une bonne approximation linéaire de ce terme-là. Et je vais vous dire pourquoi c'est utile et essentiel pour le deep learning plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ce sera un peu technique. Oui? Oui. Ici, vous avez une différence au niveau de deux évaluations de la fonction. Et ça, c'est cette différence. Bien, vous pouvez calculer la différence donnée par cette approximation. Et ça fait en sorte qu'on peut dire qu'une fonction différenciable qui respecte cette propriété, c'est une bonne approximation linéaire à ça. Donc maintenant, on va avoir besoin de la composition de fonctions. La composition de fonctions, c'est écrit comme ça. J'ai ma fonction g qui est évaluée au point retourné par ma fonction f évaluée au point x.
Et si je veux prendre la dérivée de la composition de fonction, ce sera la dérivée de g évaluée au point f de x multipliée par la dérivée de f évaluée au point x. Et ça, c'est connu depuis M. Leibniz en 1676. Newton serait probablement en train de critiquer parce que la blague, c'est que les deux étaient toujours en train de se chicaner sur qui était le père du calcul différentiel. Mais la notation qu'on va utiliser était utilisée par le mathématicien Leibniz. Donc, on va utiliser ces concepts dans le graphe computationnel. Puis, on va commencer vraiment avec des exemples très simples, très loin de ce qu'on fait aujourd'hui en deep learning. Donc, un premier exemple de graphe computationnel, c'est un programme où j'ai une variable x qui est définie. J'ai défini x comme 3.1415, c'est pas pi. Et je vais transformer x en un y avec ma fonction f. Et ensuite, je vais prendre cette variable y et je vais la transformer en ma variable z avec la fonction g. Et toutes mes fonctions, je vais dire qu'elles sont différenciables. En termes de code Python, j'ai juste donné un petit exemple. Ça va ressembler à quelque chose comme ça ici. Oups. Oui. Donc, ce qui va m'intéresser, ce qui va être utile en deep learning, c'est de pouvoir évaluer, lorsque je fais un changement à une variable, quel sera le changement sur une autre variable. Et ça, je vais passer par ma propriété de fonction différenciable. Donc là, je vais ajouter delta x à ma variable x, et je vais propager ce delta x à travers mon graphe computationnel. Et avec ma propriété de fonction différenciable, j'ai cette approximation qui est à peu près bonne, qui est que la variation en y suivie par rapport à une variation en x, c'est la dérivée de f évaluée en x fois delta x. Et la variation en z, c'est la dérivée de g évaluée au point f de x fois delta y. Et si je remplace tout simplement, j'obtiens cette fonction. Donc ici, vous récupérez la règle de la chaîne de Leibniz, et ici, vous avez le delta x qui est la modification que vous avez faite à votre variable x. Donc maintenant, on va passer à un deuxième exemple un petit peu plus complexe. Donc ici, je vais avoir une variable x qui sera transformée en plusieurs variables y, avec une transformation associée à yi, f de i, définie comme ça. Et ensuite, je vais prendre ma variable yi, je vais la transformer avec gi, et je vais faire la somme de toutes ces variables qui rentrent ici pour générer z. Donc, je définis mon graphe computationnel comme ça. Même chose, la variation de yi me sera donnée par ma propriété de fonction différenciable, dérivée de f de i évaluée au point x fois delta x. Et ensuite, je vais sommer. Donc, la probabilité de différenciabilité peut rentrer dans la somme, et c'est pourquoi je peux écrire ça ici. Donc, pour la variation de z par rapport à une variation de x, je vais sommer sur les contributions de les variations provenant de mes variables y, et ce sera la somme de la dérivée de gi évaluée au point f de i de x fois delta yi. Et encore une fois, je peux remplacer mon delta yi par ce qui est en dessous, ici, et ça me donne cette formulation. Je fais encore le dernier exemple qui est plus complexe encore, et c'est avec lui que je vais continuer pour vous expliquer c'est quoi la motivation de backpropagation et pourquoi c'est un algorithme qui est important et qui est puissant. C'est que ici, vous avez des variables x1, x2, xm, donc vous allez avoir des variations par rapport à chacune de ces variables, et ce qui va m'intéresser, ça sera la variation de z par rapport à ces variations ici. Donc là, j'ai utilisé une notation un peu étrange, mais c'est pour enlever une ambiguïté. Vous pouvez l'avoir aussi dans la littérature. C'est f, c'est une transformation d'une variable xj vers une variable yi. Donc ça me permet de prendre cette variable et la transformer en cette variable. Ici, ça serait fm vers n, évalué au point xm. Et ici, c'est la même chose que l'exemple précédent. Je vais sommer au niveau des GI évalués au point yi. Et si je veux calculer l'impact de ces modifications sur z, je vais utiliser la même chose. C'est la dérivée de GI évaluée au point yi. yi, je l'ai remplacé par sa définition, ici. Et ensuite, je vais multiplier par
la modification de YI, et je remplace ce terme par ce terme, et ça me donne tout ça. Donc, restez avec moi encore 2-3 slides, et on va y arriver. Donc, ici, la variation de Z, c'est cette grosse équation compliquée que je vais redécomposer. Ici, je somme sur les I pour la dérivée de GI évaluée au point YI, qui est comme ça, fois le terme en delta YI ici. Donc, ce terme, je peux le rentrer dans la somme. Et ensuite, je vais interchanger les deux signes de somme. Ici, la somme de J va venir devant la somme de I, et je peux faire un switch entre les deux pour obtenir ça. Et ça, je somme sur J, et vous voyez ici que ma contribution, la variation est aussi par rapport à J. Donc, cette somme, en fin de compte, je somme deux vecteurs. Ça, c'est un vecteur avec des composantes qui correspondent à la somme en J, et ça, c'est un autre vecteur qui de même dimension. Et je peux réexprimer ça comme un produit scalaire. Donc, un produit scalaire, c'est j'ai deux vecteurs de même dimension. Je vais multiplier les deux premières composantes. Ensuite, je vais additionner par la multiplication des deux prochaines composantes, plus la multiplication de la troisième composante, etc. Et j'ai noté ce produit scalaire entre ces deux vecteurs, nabla z et delta x. Donc, ce que vous voyez ici, c'est si je ne fixe pas delta x d'avance. Delta x, par la suite, je peux utiliser quoi que ce soit. Je peux programmer une fonction, nabla z, qui va me permettre d'évaluer le changement en z à partir de n'importe quelle modification en x. Et c'est ça qui va m'intéresser comme programme par la suite. Ce que je vais faire dans mes réseaux de neurones, c'est que je vais programmer la variation de ma fonction de coût en sortie par rapport à une variation de mes paramètres ou par rapport à une variation de n'importe quoi dans mon graphe computationnel, par rapport à l'entrée, par exemple. Et pour calculer ça, j'ai isolé le terme, la composante J de ce vecteur nabla z, qui est donné par la somme à l'interne, ici. Et c'est cette quantité qui m'intéresse de calculer une bonne fois pour toutes pour créer une nouvelle fonction qui va me permettre d'estimer la variation de z par rapport aux variations de x. Donc, comment en faire un algorithme? L'algorithme s'appelle backpropagation, et je vais l'illustrer ici avec cet exemple qui m'apparaît simple, mais que vous voyez qu'il y a déjà une certaine lourdeur au niveau des mathématiques. La lourdeur vient du fait que je parle trop. D'accord, donc la lourdeur des calculs ici, c'est que j'ai utilisé un formalisme qui est simple, c'est juste des sommes et des fonctions. Quand on passe en calcul avec calcul matriciel, calcul analyse sur des matrices, le formalisme devient plus simple en termes de nombre de symboles. C'est juste que si vous n'avez jamais fait ça auparavant, vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a derrière les symboles. Donc c'est pour ça que je voulais y aller avec un formalisme plus simple, mais ça alourdit la notation. Donc je vais continuer avec ce formalisme en essayant de décomposer chaque partie la façon la plus simple que je suis capable de faire. Donc, ici, vous avez la dérivée de GI, et à l'intérieur, vous avez YI. Donc, pour calculer YI, c'est mes variables sur ces ronds ici. C'est la somme. Donc, si je prends cette variable, c'est la somme de mes transformations provenant de mes différents XI, et que je vais sommer pour créer ce YI. Donc, ça, c'est à l'intérieur c'est l'argument de ma fonction dérivée GI'. Et ça, je vais faire ça pendant la phase forward. C'est ça que je vais appeler la phase forward. Oui, j'ai une question. Ici, c'est par définition de ma variable YI. La variable YI, je l'ai définie comme la somme des transformations de mes ITSI qui rentrent dans cette variable. Donc, ça, j'ai besoin d'évaluer ce terme-là parce que la dérivée,
elle est évaluée en un point. Et ce terme, je le calculais dans une méthode que j'ai appelée forward. Donc, je fais le forward, je calcule ça et je stocke les résultats intermédiaires au niveau de mes nœuds, ici. Et je continue, je peux aller jusqu'à la fin de mon graphe. Remarquez que mon graphe computationnel, c'est un graphe dirigé. Donc, avec un algorithme de tri topologique, je peux toujours trouver un chemin entre mes nœuds sources et mes nœuds cibles. Et la forward va suivre le sens des flèches de mon graphe computationnel. Donc là, j'ai fini la phase forward, je suis arrivé ici et je vais commencer la phase backward. Et je vous rappelle que ça me permet de calculer une approximation linéaire de la variation de Z par rapport aux entrées. Donc, pour calculer le backward, je vais commencer par ce nœud et je vais aller voir ces 3 nœuds parce que je suis en train d'itérer dans le sens inverse des flèches. Et je vais stocker au niveau de mes arêtes le résultat intermédiaire ici. La dérivée de GI' évaluée en ce point. Donc, ce point avait été évalué lors de la forward. Et ensuite, au niveau de ces arêtes, donc j'ai calculé ces 3 arêtes ici, et je suis rendu à ces nœuds. Et maintenant, je vais calculer au niveau de ces arêtes. La valeur qui va aller ici, c'est, vous voyez, la valeur calculée à l'étape précédente ici, fois la dérivée de f qui transforme j en i, évaluée au point xj. Donc, ici, j'ai 3 arêtes. Ici, vous voyez, je peux juste multiplier cette valeur de l'arête aux valeurs calculées avec ce terme pour chacune des arêtes. Et j'ai itérativement, en deux étapes, passé de l'évaluation de ces 3 arêtes à l'évaluation de toutes ces arêtes en même temps. Donc ça, c'est backpropagation sur mon petit graphe très simple ici. Et ensuite, pour calculer la composante de nabla Z, la composante J de nabla Z, ce que j'ai fait, c'est je vais sommer au niveau des arêtes qui rentrent dans ce nœud. Et là, j'ai fini. J'ai vraiment mon approximation linéaire que je vais pouvoir coder et qui va me donner la variation de Z par rapport à une variation en entrée. Donc, tout ça, c'est bien compliqué, mais pourquoi c'est intéressant? C'est que si vous le faites de façon naïve, si vous calculez l'approximation linéaire de façon naïve, vous allez sommer, c'est un problème de parcours de graphe, et vous allez sommer tous les chemins dans le graphe entre ce nœud et ce nœud. Donc, vous allez calculer une dérivée ici, vous allez calculer une dérivée ici, vous allez faire le produit de cette dérivée avec cette dérivée, vous allez calculer une dérivée ici, que vous allez multiplier par le résultat précédent, et ensuite vous allez récupérer cette valeur-là. Mais si vous voulez calculer la valeur de cette entrée, donc la variation de Z par rapport à la variation de la première composante, vous voyez que vous allez refaire des calculs inutilement. Donc, le chemin qui était ici avait été déjà calculé pour, par la suite, calculer la contribution par rapport à cette variable. Donc là, il y a duplication de calcul inutilement, et l'algorithme de backpropagation vous permet d'éviter ces calculs inutiles. Donc, l'algorithme de backpropagation va commencer systématiquement niveau par niveau, module par module. Il va commencer par le module le plus près de la sortie, ici les 3 flèches. Ensuite, il va faire le calcul par rapport à ces flèches ici. Et ensuite, on va terminer avec un dernier calcul au niveau des flèches ici. Donc, vous voyez que backpropagation, c'est un algorithme de programmation dynamique qui réutilise toujours les résultats de l'itération précédente pour éviter tout calcul inutile. Oui, j'ai une question. Donc, pour les boucles, Donc, la question, c'est pas une bonne idée d'avoir des boucles. Donc, en fait, il y a une catégorie de réseaux qui s'appelle les réseaux récurrents. Mais les réseaux récurrents qui contiennent des boucles, vous pouvez les déplier dans le temps, en fait. Donc, c'est comme si vous exécutez votre réseau récurrent avec boucle sur une séquence de longueur finie, ce qui va vous créer une sorte de graphe computationnel déroulé dans le temps. Et ce graphe possède les propriétés d'avoir un graphe dirigé qui vous permet d'avoir une forward et une backward. Donc, c'est pas étant donné que la séquence est de longueur finie, vous évitez les problèmes de boucle. Mais s'il y a une boucle dans le graphe computationnel, c'est sûr que ça emmène plus de complexité. En fait, c'est des modèles plus de modèles graphiques probabilistes, et je n'irai pas dans ces détails. Oui?
Si vous supprimez un nœud, donc vous allez supprimer un nœud, je veux dire, backpropagation, vous allez faire une passe forward, une passe backward. Vous allez supprimer un nœud avant ou après avoir fait ces deux passes. Vous n'allez pas faire une passe forward, supprimer les nœuds à l'intérieur et faire le backward. Ça va perturber l'évaluation du point où vous voulez évaluer la dérivée. Ça ne sera pas bon. Donc, faites-le avant ou après avoir fait un forward et backward. Donc, cet algorithme de backpropagation a été publié donc, on n'est pas certain, mais on a fait une recherche de littérature. J'ai trouvé ça sur le site de Schmid-Huber sur Internet. Donc, il a fait une très grande revue de littérature et c'est Seppo Linnama, qui était un étudiant à la maîtrise finlandais, qui a publié cet algorithme de backpropagation en 1970 pour la communauté de différenciation automatique. Et c'est Rommel Hart qui l'a, dans notre communauté en deep learning, qui l'a utilisé en 1986 pour les réseaux de neurones. Et backpropagation, c'est vraiment le cheval de course du deep learning. C'est cet algorithme qui va vous permettre d'avoir le gradient, qui va vous donner la direction où vous minimisez le plus rapidement possible la fonction de coût, mais c'est une information locale, comme je disais auparavant. D'accord, donc je retourne en 2018. Ça va être moins matheux par la suite. On a des architectures qui sont beaucoup plus complexes que mon petit graphe computationnel avec une dizaine de nœuds. Et pourtant, c'est la même idée, c'est le même algorithme de backpropagation qui a été programmé très efficacement sur GPU et qui maintenant permet de propager un signal pour calculer cette approximation linéaire à travers différents graphes. Donc ResNet, VGG, des réseaux récurrents, des réseaux qui combinent des réseaux récurrents, des réseaux de convolution. Backpropagation est toujours capable de se propager dans n'importe quel graphe computationnel. C'est tellement impressionnant aujourd'hui que les gens commencent à parler d'un nouveau paradigme qui s'appelle la programmation différenciable, où avec ces librairies, vous allez créer des graphes computationnels où backpropagation va vous générer efficacement le gradient. Donc maintenant, je continue à rappeler des concepts. Donc, je parlais de l'approche modulaire et de la définition d'un module. Donc la définition d'un module, ici, j'ai des paramètres. Et dans un module, je spécifie une transformation. Et les étudiants en thèse, en deep learning, essaient de définir des modules qui sont très génériques. Ils vont encoder une certaine information a priori dans la structure qui sera généralisable sur le maximum de datasets différents, le maximum de modalités différentes. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on encode de l'information a priori pour résoudre le maximum de tâches en parallèle dans ces modules. Donc ici, j'ai pris un exemple assez basique qui est la transformation linéaire, encore une fois, juste pour illustrer le concept. Donc, il faut spécifier la transformation, Z est égal à WX plus B, et il faut spécifier les paramètres de notre module. Donc, un exemple d'architecture, c'est différent par rapport au auparavant, parce que là, j'ai mis les représentations intermédiaires ici, autour de mes modules. Donc, ma représentation initiale, c'est la donnée en entrée. Ensuite, je vais avoir une transformation linéaire avec des paramètres qui va me donner cette représentation ici. Ensuite, je vais avoir une fonction d'activation qui va la modifier. Et je vais avoir une autre transformation linéaire qui va produire un scalaire qui sera par la suite normalisé avec une sigmoïde pour avoir une probabilité. Et je vais donner ça à mon module de fonction de coût qui va prendre la prédiction de mon modèle et la vérité terrain, le label Y, et que je vais avoir un scalaire qui va représenter le coût. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, lorsque je perturbe un paramètre, quel est l'impact positif ou négatif sur le coût. Donc, pour formaliser ça, je veux dire, j'ai un problème d'optimisation, et c'est là que Nicolas Leroux va prendre la main après ma présentation pour vous dire comment optimiser cette fonction de coût. Cette fonction de coût dépend d'un paramètre θ, et θ représente tous les paramètres de mon graphe computationnel. Je vais avoir une routine qui va parcourir tous les modules et qui va récupérer les paramètres dans chacun des modules pour en faire un grand vecteur de plusieurs millions de paramètres. Et je vais l'appeler θ. Et L de θ, je le définis comme la moyenne des erreurs sur tous les exemples. Donc LK, c'est l'erreur associée au couple XK, YK.
et j'évalue mon modèle sur cet exemple en particulier, Xk et Yk. Xk est donné en entrée, Yk pour comparer ici en sortie. Et je vais faire la moyenne. Donc maintenant, pour revenir à notre calcul 1 précédent, la variation par rapport au paramètre I, c'est comment le coût change lorsque je fais une petite perturbation epsilon I. Donc, θ, c'est un vecteur de dimension 1 million. Epsilon I, c'est un vecteur de dimension 1 million, sauf que la composante reliée au paramètre I est de 10 puissance moins 6. Je vais prendre quelque chose de très petit pour, en quelque sorte, simuler le gradient. Rappelez-vous la définition de la dérivée. Rappelez-vous la définition de la dérivée, c'est que j'avais une limite où le pas va devenir de plus en plus petit. C'est ce epsilon I que je vais faire tendre vers 0. Et ça c'est quasiment la définition de la dérivée que je vous ai donnée au début du cours. Et en fait, il y a plusieurs années, quand on demandait encore aux étudiants de programmer backpropagation, bien, ils faisaient une première implémentation et après, ils devaient absolument tester leur algorithme avec l'algorithme des différences finies. Donc, c'est la même chose que ça, c'est juste que c'est un petit peu plus stable parce que ce paramètre, je vais regarder un petit peu en avant, un petit peu en arrière, d'où le signe plus et le signe moins ici, et je vais diviser par 2 fois la longueur du pas. Et ça, on peut le faire de façon pratique. Je veux dire, imaginons que L, ça concerne simplement un exemple. Donc, je vais donner un exemple en entrée. Je vais prendre ce paramètre, je vais lui ajouter 10 puissance moins 6. Je vais faire une forward. Je vais récupérer le coût. Ce sera cette valeur. Je vais prendre ce paramètre epsilon I. Je vais retirer ce paramètre I. Je vais retirer epsilon I. Je vais faire une forward. Ça va me donner un deuxième terme ici. Je fais la différence entre les deux et je divise par 2 fois la longueur du pas. Et ça me donne une information qui est proche de la dérivée. Mais vous voyez que cet algorithme, pour récupérer cette dérivée, donc ça, c'est la direction qui minimise le plus rapidement possible le coût. C'est juste monstrueux de le faire, de l'implémenter avec ça ici. Parce que, au final, j'ai besoin de 2 forward, 2 propagations vers l'avant, avec un nombre d'exemples qui est de l'ordre du million, ou de 100 000 plutôt, c'est le nombre de paramètres qui est de l'ordre du million. Et n, le nombre de paramètres qui sera très grand, de l'ordre du million. Donc, je vais avoir 2 fois grand n fois petit n propagation vers l'avant pour simplement avoir une information de gradient. Donc, après avoir fait tous ces calculs, je vais avoir une information de gradient qui est une information locale et qui me dit, voilà le pas qu'il faut faire pour minimiser ma fonction de coût. Donc ça va prendre des années à tourner, ça ne marchera jamais. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser bien sûr backpropagation. Donc, dans backpropagation, juste avant, on peut essayer de tricher. On peut dire, bon, ici, le nombre d'exemples, si c'est super grand, on peut essayer de récupérer une information de gradient bruité. Donc, si vous faites des stats, vous pouvez vous dire, au lieu de, ça c'est une moyenne, au lieu d'utiliser la moyenne sur toute ma base d'apprentissage, tout mon training set, je vais plutôt en faire une approximation sur simplement cas exemple. Donc, je vais prendre un mini-batch de taille 500 au lieu de prendre un mini-batch de taille 60 000 et je vais faire mon calcul de coût et mon calcul de gradient ou de dérivée avec ça. Ici, le sigma k, c'est une permutation aléatoire. Donc, quand je choisis les exemples de mon training set, je dois le faire de façon aléatoire pour avoir un estimateur non biaisé de ça. Et ça va faire en sorte que je vais pouvoir éviter beaucoup de forward propagation. Par contre, ça ne réglera pas le problème que ça me donne juste une approximation et que je dois faire beaucoup de forward pour chaque paramètre finalement. Et c'est là que backpropagation va arriver. Donc, pour implémenter backpropagation dans une librairie, on a besoin de définir 3 méthodes dans une classe qui représente un nouveau module. On a besoin de la méthode forward qui va prendre une représentation en entrée, qui va faire des opérations, des transformations mathématiques et qui va vous donner une représentation en sortie. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une méthode backward qui va prendre un gradient. Donc, le gradient, donc j'ai utilisé dérivée gradient. Je vais juste clarifier un peu la chose.
Une dérivée, c'est pour une fonction unidimensionnelle. Un gradient, c'est quand je prends un paramètre et que je fais une estimée de la pente pour ce paramètre, ça me donne une composante dans un vecteur. Donc, je sais pas, j'ai 10 paramètres. Je prends le premier paramètre, je calcule sa pente pour ce paramètre, je stocke ça dans cette composante, et le vecteur de l'information de pente pour chacun des paramètres, ça, c'est ma définition de gradient. J'ai plutôt parlé de gradient plutôt que de dérivée. C'est juste une généralisation du concept de gradient en quelque sorte. C'est la dérivée directionnelle pour un paramètre. Donc, je vais recevoir une information de gradient qui est la modification de ma fonction de coût en sortie par rapport à la sortie de mon module. Et ce qui m'intéresse pour propager ça au module avant moi, c'est d'avoir la modification de la fonction de coût L par rapport aux entrées de mon module. Et pour le faire, je vais calculer une information qui va représenter la modification de la sortie de mon module par rapport à l'entrée de mon module. Et ça, on va appeler ça la jacobienne, qui est encore un autre terme technique, mais je vais illustrer ça avec un exemple. Et je vais répéter les termes. Donc, c'est la fonction backward qui va faire ça. Et la fonction update, en fait, elle ne met pas à jour les paramètres comme son nom l'indique. C'était juste dans les librairies pour dire qu'il fallait calculer le gradient de la fonction de coût par rapport aux paramètres qu'on va donner par la suite à l'optimiseur, et c'est l'optimiseur qui va générer le déplacement. Ce n'est pas backpropagation qui modifie les paramètres. Backpropagation donne juste la direction de l'amélioration la plus forte par rapport à la fonction de coût. Donc, allons-y pour ce problème ici. Ici, j'ai ma fonction de coût en rouge, et je vais évaluer l'impact positif ou négatif de la sortie de ma fonction de coût par rapport à son entrée. Donc, pour ce problème, j'ai défini ma fonction de coût comme binary cross entropy. Si vous avez un problème de classification binaire, vous avez juste 2 classes à déterminer, vous pouvez utiliser cette fonction, elle est implémentée dans les librairies, et elle est définie comme suit. Et ça correspond au negative load likelihood, mais dans le cas précis, vous avez simplement 2 classes, 0 ou 1. Donc, si y ici est à 0, ce premier terme va disparaître, et on va simplement avoir moins log de 1 moins y chapeau. Donc, une probabilité, c'est quelque chose qui somme à 1. Donc, si je fixe la convention que y chapeau, c'est la probabilité que ma target soit égale à 1, 1 moins y chapeau, c'est la probabilité que ma target soit égale à 0. Donc, je fais juste prendre le complémentaire. Donc, ici, je vais avoir moins log de l'estimé de ma probabilité que la sortie soit égale à 0. Ça correspond bien au negative log likelihood. Si y est égal à 1, bien, ce terme disparaît. J'ai moins log de la prédiction que ma target soit égale à 1, et c'est correct aussi. Ça correspond à ce que j'avais dit auparavant dans la première présentation de negative log likelihood. Ensuite, bien, je vais calculer la dérivée de cette fonction, et je vais programmer ça à l'intérieur de mon module backward ici. Donc, maintenant, je peux... Donc, oui, donc, ça ici, ce que ça dit, c'est la variation de ça par rapport à l'entrée de mon module. Maintenant, j'arrive à ma fonction sigmoïde. La fonction sigmoïde, sa définition mathématique, c'est comme ça. Je programme ça dans la méthode forward. Et dans la méthode backward, je récupère la définition de sa dérivée et je programme ça dans backward. Et ça va me donner la variation de la sortie par rapport à la variation de l'entrée. Et dans la méthode backward, bien, je dois combiner une information qui arrive ici. Donc, ce n'est pas simplement la variation de lui par rapport à lui, c'est aussi de combiner cette information avec une autre information. Et je vais simuler ça juste après. Donc, pour la transformation linéaire, les équations sont là. Je vais implémenter la méthode forward avec ma transformation linéaire. Je vais prendre, dans ma méthode backward, je vais prendre la dérivée de ça par rapport à x, que j'ai nommé W transpose. Et ici, bien, j'ai des paramètres, donc je dois implémenter ma méthode update avec ces résultats. Et ensuite, bien, je peux faire la même chose pour ma fonction relue ici et ma fonction transformation linéaire ici. Et là, bien, je vais simuler backpropagation. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une passe forward, comme ça.
Donc, rappelez-vous, une dérivée, c'est évalué en un point. Donc, pour récupérer ce point, je dois faire un forward pour récupérer ce point d'évaluation pour chacun de mes modules. C'est ce qu'on appelle forward. Et à la toute fin, vous allez récupérer une fonction de coût et vous allez récupérer un coût après la fonction de coût. Et ce coût, vous allez pouvoir le visualiser avec un outil pour être sûr que sur le train, votre optimiseur fonctionne bien. Donc, je fais le forward. Mon image est transformée itérativement d'une représentation à l'autre et je récupère un coût ici. Le backward de backpropagation, je vais commencer ici et je vais appeler la méthode backward dans chacun de mes modules. Et en fait, la règle de la chaîne de Leibniz, quand vous passez en calcul matriciel, elle s'implémente que par des produits matrice-gradient. La jacobienne, je le répète, c'est la variation, donc c'est une matrice. Et pour chaque composante de la matrice, vous avez un nombre de lignes qui est égal au nombre d'entrées, un nombre de colonnes qui est égal au nombre de sorties. Et chaque composante de cette matrice, c'est la variation de telle composante en sortie par rapport à telle composante en entrée. Et vous allez remplir toute cette matrice avec ces informations de dérivées, mais généralisées au cas multidimensionnel. Donc, en fin de compte, tout ce qu'on fait en règle de chaînage dans la backward, c'est des multiplications matrice-vecteur. Donc, on va le simuler. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Oui? Pardon. Oui. Donc, cette opération matrice-vecteur, dans la méthode backward, j'ai calculé la jacobienne, qui est l'impact de la modification de mes sorties par rapport à mes entrées. Donc, je calcule la jacobienne à l'intérieur. Je reçois une information de gradient de par la droite et je fais ma multiplication matricielle à l'intérieur de mon module. Donc, cette opération, elle est faite ici, matrice vecteur, matrice vecteur, matrice vecteur, matrice vecteur, etc. Ah oui. Oui, donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait faire la backpropagation jusqu'à l'entrée? C'est une excellente question et je vais passer du temps là-dessus par la suite. On peut faire des choses assez rigolotes. Donc, si on backpropage jusqu'à l'entrée, ça veut dire quel pixel dans mon image va modifier le plus rapidement possible ma fonction de coût. Et ça c'est une information qui peut avoir du sens si vous vous intéressez, par exemple, à la robustesse de votre modèle. Donc, c'est vraiment un algorithme qui vous permet de voir quelle est la modification en sortie de mon modèle lorsque je fais une modification des paramètres dans mes modules, mais aussi en changeant des valeurs dans mes représentations. Et si vous voulez juste optimiser vos paramètres, vous pouvez éviter du calcul en ne backpropageant pas jusqu'aux touches jusqu'à l'entrée. Oui? Donc, la question, c'est, étant donné qu'on a un problème d'optimisation ici avec une fonction de coût, comment je peux faire pour différencier un minimum local d'un minimum global? Il n'y a pas de façon. Un minimum local, en termes d'information du premier ordre, c'est la même chose qu'un minimum global. Vous savez juste que le gradient est nul. Donc, en fait, dans l'histoire du deep learning, il y avait des gens qui disaient, oui, mais c'est un problème. Étant donné que vous utilisez des non-linéarités, ça devient un problème non convexe, très difficile à optimiser. Vous allez être pris dans des minima locaux et les performances ne seront pas bonnes. Empiriquement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de minima locaux qui sont très, très, très mauvais, en fait. Avec ce genre de modèle, on arrive tout le temps à des minimums locaux parce qu'on ne peut pas trouver les minimums globaux. Mais par contre, les performances sont bonnes. Donc, on a l'intuition que les minimums locaux ne sont pas très loin des minima globaux, en fait. Que la probabilité qu'ils soient très mauvais est très, très faible. Je sais, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas super satisfaisant, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'optimisation non linéaire à cause de ces modèles aujourd'hui.
Donc, pour éviter les minima locaux, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de passer certains modules, de faire la dérivée entre ce module et ce module? En fait, c'est ce que vous faites avec backpropagation. C'est que backpropagation vous donne l'information de la variation de n'importe quelle de la variation de la fonction de coût par rapport à n'importe quelle quantité numérique dans votre graphe computationnel. Et vous le calculez de façon efficace avec cet algorithme de backpropagation. Donc, on va simuler backpropagation sur ce graphe. Ça va ressembler un petit peu au premier exemple. Donc, j'ai changé ma notation. Cette notation est plus proche de ce que vous voyez dans la littérature et dans les autres slides. Je voulais faire l'effort d'utiliser une notation plus formelle parce qu'ici, on cache des choses. Tout d'abord, on ne voit pas où on évalue la dérivée. Et la dérivée, c'est une information locale. Ça doit être évalué à un point obtenu lors de la forward. Ensuite, ça, c'est la règle de la chaîne, comme vous l'avez probablement déjà vu. C'est-à-dire, j'espère qu'il n'y a pas de mathématiciens dans la salle, mais s'il y a des fractions, si vous considérez ça comme des fractions, la règle de la chaîne, pour la simplifier, vous pouvez annuler le numérateur avec le dénominateur. Et ça, c'est une sorte de truc pour retenir la règle de la chaîne simplement. Mais mathématiquement, c'est plus complexe que ça, mais c'est un truc pour la retenir. Donc ici, je vais commencer par cette quantité. Donc, il faut lire ça comme dl, c'est la variation de L, qui est la valeur retournée par ma fonction de coût, par rapport à la variation de l'entrée Y chapeau. Et je vais calculer ça avec ma méthode backward que j'ai implémentée auparavant, et ça va me donner une information d'un scalaire. Et ensuite, je vais calculer, j'ai arrivé à ce module, j'ai appelé la méthode backward de ce module. La méthode backward de ce module prend en entrée cet argument ici, qui provient du module suivant. Et donc, dans la méthode backward, je vais calculer la variation de Y chapeau par rapport à la variation de Y3, définie comme ici. Et je vais combiner ça avec l'information qui arrive des modules plus près de la sortie. Et pour les combiner avec la règle de la chaîne, c'est juste une multiplication matrice vecteur. Et là, j'avais juste des scalaires, donc j'ai combiné les deux, ça me donne un scalaire ici. Et étant donné que j'ai représenté les deux par une seule valeur numérique, je vais combiner les deux. Voilà. Donc là, j'obtiens avec ce calcul la variation de ma fonction de coût par rapport à la représentation H3. Maintenant, je continue avec le prochain module. Dans ce module, j'ai des paramètres. Donc, je vais commencer par exécuter ma fonction update. Et dans ma fonction update, la règle de la chaîne me dit que la variation de la fonction de coût par rapport aux paramètres, c'est égal à la variation de ma représentation H3 par rapport aux paramètres multipliée par la variation de ma fonction de coût par rapport à la représentation H3. Si j'annule numérateur-dénominateur, j'obtiens dl sur dw. Donc, j'ai implémenté dans ma méthode backward la variation de H3 par rapport à W, mes paramètres. Ça me donne un vecteur ligne, qui est ce vecteur transposé, et je multiplie par la donnée qui m'est donnée par le module suivant, qui est un scalaire. Et ça va me donner une information de gradient pour ce paramètre. Je peux faire la même chose pour le billet, que je vais vouloir mettre à jour en même temps. Donc, c'est la même chose, c'est juste le billet, s'exprime par un autre, par un scalaire ici, dans ce cas particulier. Et ensuite, je continue ma backward pour aller rejoindre les autres modules précédemment. Donc, je continue ma règle de la chaîne, variation de la sortie par rapport à la représentation H3, multipliée par la variation de H3 par rapport à la variation de H2. Et je multiplie les deux. Ici, ça me donne un vecteur qui est là. Et je combine les deux. Et j'obtiens la variation de la fonction de coût par rapport à la représentation H2. Et je continue. Et ici, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc là, ça, c'est la jacobienne dont je parlais auparavant. Donc, ce module qui fait c'est une fonction relue qui prend un vecteur de plusieurs dimensions et qui va me donner un vecteur avec le même nombre de dimensions. La fonction relue va s'appliquer composante par composante sur ce vecteur. Donc, si je regarde la jacobienne me donne la variation, par exemple, de cette composante par rapport à cette composante.
Étant donné que cette fonction est appliquée composante par composante, il n'y a pas de dépendance, croisée entre les composantes. Donc, finalement, la fonction non linéaire, elle prend 7 composantes, elle génère simplement 7 composantes sans regarder le reste. Ce qui fait que j'ai une structure diagonale de ma jacobienne, et ça, je peux l'utiliser pour implémenter plus efficacement ce calcul. Au lieu de vraiment calculer une jacobienne avec, parce que là, les représentations peuvent être de l'ordre de, le nombre de dimensions peut être de 1000. Donc, au lieu de calculer une jacobienne de 1000 par 1000, les fonctions non linéaires qui s'appliquent composante par composante me donnent une structure diagonale que je peux utiliser pour implémenter plus efficacement ma backprop. Et là, vous le voyez, j'ai une matrice, j'ai un vecteur, et je fais matrice fois vecteur pour l'arrêt de la chaîne, qui va me donner un vecteur en sortie. Donc, on a quasiment fini l'exemple. Ici, j'ai la variation de la fonction de coût par rapport à la représentation H1. Et je vais faire la mise à jour, le update, ici. Donc là, j'ai triché un petit peu parce que au niveau de ma notation, que je voulais garder celle qui est utilisée dans la littérature, ma fonction, si je veux la dériver par rapport à W, qui est une matrice, ça devient une fonction qui prend en entrée une matrice et qui me génère un vecteur. Et ma notation ici de la règle de la chaîne ne fonctionne pas parce que c'est des fonctions plus complexes que des fonctions qui prennent un vecteur et qui retournent un vecteur. Donc, ce qu'on fait dans la pratique, ici, les dimensions ne fonctionnent pas parce que j'ai un vecteur de 1 par 4 multiplié par un vecteur de 6 par 1. Et souvenez-vous, les dimensions à l'intérieur doivent toujours correspondre. Donc, on fait les calculs avec les sommes, comme dans le premier exemple, pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Et on va vectoriser ce calcul. Et en fait, ça nous donne une formulation assez simple pour corriger ce bug de notation, qui est de juste inverser l'ordre des deux, de prendre lui et de le mettre ici. Et on va l'implémenter comme ça en pratique. Sinon, il faudra aller dans le calcul tensoriel, et on ne veut pas aller là aujourd'hui. Donc, finalement, je m'intéresse à la backward pour finir cette opération de backpropagation. J'ai la variation de H1 par rapport à la variation de H0, et je reçois en entrée de backward la variation de la fonction de coût par rapport à la variation de H1. Et je vais combiner les deux avec une multiplication, ce qui va me donner ce vecteur. Et voilà, j'ai fini backpropagation. J'ai simulé jusqu'au début, et ça me donne la variation de ma fonction de coût par rapport à des variations dans les pixels. Et vous voyez, au fur et à mesure que j'itérais dans mon graphe computationnel, je calculais la variation de ma fonction de coût par rapport aux paramètres dans mes modules où il y avait des paramètres. Donc, pour optimiser ça encore davantage, pour toujours avoir plus de vitesse en termes d'apprentissage, ici, j'ai toujours une opération jacobienne vecteur, matrice vecteur. Et là, j'ai une opportunité en termes de calcul sur GPU. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement un vecteur qui est propagé par backpropagation, je vais mettre plusieurs exemples. Donc, c'est ce que je disais, on va utiliser un concept de mini-batch, où on va peut-être prendre 500 exemples, qu'on va empiler les exemples un après l'autre, ici, et tous ces calculs vont être les mêmes. C'est juste qu'au lieu d'avoir toujours calcul matrice-vecteur, je vais maintenant avoir un calcul matrice-matrice. Et les calculs matrice-matrice sont beaucoup plus rapides sur GPU que des calculs matrice-vecteur, parce qu'il y a les algorithmes qui permettent de les faire plus efficacement sur GPU. Donc, quand vous définissez la taille de votre mini-batch, finalement, c'est le nombre de vecteurs que vous allez empiler ici. Et ça s'en va sur le GPU, et vous allez avoir des problèmes de mémoire si vous avez vraiment des bases d'apprentissage très grandes, parce que dans backpropagation qui est exécuté sur GPU, ces vecteurs seront en mémoire ici. Donc, la bonne nouvelle avec les librairies aussi, c'est que maintenant, on ne se concentre que sur forward. On va maintenant implémenter comment on va transformer une représentation en une autre représentation. Et backward et update seront calculés automatiquement pour nous. C'est la fonctionnalité de différenciateur automatique. Plus besoin de faire les calculs sur des feuilles de papier avec plein d'erreurs. Quand c'est sorti dans Theano initialement, les gens disaient je passais 2 semaines à faire tous mes calculs comme ça pour vérifier ma backpropagation. Vous avez vu que c'était assez compliqué.
Je passais 2 semaines à faire mes calculs, je faisais toujours des erreurs de manipulation algébrique. Je programmais, je voyais que ça ne fonctionnait pas très bien. Je revérifiais mes calculs, je trouvais un bug. 2 semaines de travail pour tester une nouvelle idée. Maintenant, avec Theano, et maintenant les nouvelles librairies comme TensorFlow, ou toutes les nouvelles librairies avec différenciation automatique, vous spécifiez simplement votre idée en forward et backward et update sera automatiquement généré pour vous lorsque vous utilisez le API que j'ai mentionné hier. Donc, vous utilisez les fonctions mathématiques qui sont déjà implémentées dans la librairie. Quand les fonctions mathématiques ne sont pas implémentées dans la librairie, il faut descendre dans les touches plus basses de ces librairies et éventuellement aller même coder en CUDA votre nouveau module. Et là, le temps de développement va quand même s'allonger significativement. Donc, mon conseil, c'est toujours de commencer avec tout l'existant au niveau du front-end. Tout ça, ça sera implémenté pour vous sans que vous ayez à le comprendre. Ça sera une technologie qui fonctionne très bien. Aussitôt que vous commencez à vouloir développer des nouveaux modules, vous rapprochez de la recherche, utilisez l'API pour pouvoir bénéficier du différenciateur automatique qui va implémenter backward et update pour vous. Et si vous voyez que ce n'est pas suffisamment efficace, il va falloir implémenter ces fonctions vous-même, éventuellement en CUDA. Et là, avant de faire ça, c'est que vous ayez vraiment une bonne raison de le faire, que vous êtes convaincu que ça va vous aider. Donc, pourquoi faire la backpropagation jusqu'à l'entrée en image, jusqu'à la représentation de l'image, jusqu'au pixel? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces travaux. C'est des travaux par Ian Goodfellow au MILA pendant sa thèse qui s'appellent des exemples adversariaux. Donc, ce que faisait Ian Goodfellow au tout début, c'est qu'il faisait la backpropagation jusqu'à l'image, et donc il récupérait l'information de, si je modifie, il récupérait l'information de quels sont les pixels que je peux modifier finement pour avoir le plus grand impact sur ma fonction de coût. Donc, c'est comme si je récupérais une carte qui me disait si je modifie mes pixels avec ces valeurs, ma fonction de coût va varier énormément en sortie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit l'amplitude de cette modification des pixels. Il additionne cette information avec l'image originale et il donne ça au réseau en entrée. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ici, le réseau n'est pas super confiant de sa prédiction. Il prédit bien que c'est un panda, mais il est confiant à 57,7 %. Si on design un exemple adversarial avec l'algorithme de backpropagation que je viens de présenter, vous pouvez modifier l'image sans que ça soit perceptible à l'œil nu. Et là, il va prédire Gibbon, qui ressemble un petit peu. Mais regardez le taux de confiance. Il est passé à 99,3 %. Donc là, vous allez me dire, c'est inquiétant, parce qu'en faisant une modification très fine de l'image en entrée, je peux complètement perturber les résultats. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus en ce moment. Il y a maintenant des méthodes plus robustes pour éviter d'avoir ce problème, mais c'est encore un problème ouvert. Ce n'est pas complètement fini, cette histoire-là. Par contre, pour arriver à générer cet exemple, ça vous prend l'architecture, ça vous prend les poids, les valeurs numériques, et ça vous prend aussi un exemple qui sera utilisé en production si vous voulez faire une attaque sur un modèle de deep learning avec cette technique. Et en fait, les gens ont utilisé les exemples adversariaux pour faire du data augmentation sur leur base d'apprentissage. Et en fait, ils sont capables d'améliorer les performances avec ça parce que ça va robustifier en quelque sorte le réseau à ces perturbations mineures. Je trouve que c'est un sujet de recherche passionnant qui continue d'être, où il y a beaucoup de recherches qui sortent en ce moment. Vous pouvez aussi faire des choses beaucoup plus bizarres. Donc ici, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont donné une image bruitée en entrée du réseau. Ils ont fait une forward et ensuite ils ont fait une étape de backward. Oui, j'ai une question. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une fonction inverse pour savoir si ça a été appliqué ou pas? Vous voulez dire, vous avez une prédiction avec cette image et vous voulez détecter si c'est... Si vous avez simplement l'exemple adversarial, je dirais que c'est difficile de savoir qu'il y a une vraie image
pas perturber. Peut-être justement de faire peut-être des statistiques au niveau des pixels, peut-être que ça peut se détecter plus facilement que de se réparer. Je n'ai pas lu de travaux là-dessus. Mais effectivement, en modifiant avec une information comme designée avec l'architecture et les poids des paramètres, peut-être que l'image résultante a une distribution des pixels qui n'est pas naturelle du tout. Et peut-être qu'il peut y avoir des tests pour détecter ça. Mais la recherche se concentre principalement sur comment robustifier les modèles à ça. C'est un peu philosophique, mais mon intuition, ce que je dis en fait, c'est quand vous êtes le créateur d'un système, vous êtes toujours capable de trouver une faille à votre système. Et là, étant donné que le créateur du système, c'est un algorithme d'apprentissage qui le fait automatiquement, on est capable de trouver une façon de trouver une faille pour ce système automatiquement aussi. Mais comme je dis, il faut récupérer le modèle, les poids et une image qui sera utilisée en production pour pouvoir faire ce genre d'attaque, ce qui n'est pas forcément facile à récupérer aujourd'hui. Donc ici, pour Deep Dream, c'est pour la fast forward, ils vont donner une image bruitée en entrée, et ensuite, ils vont prendre un neurone, n'importe lequel, peut-être sur la touche de sortie ou sur une touche intermédiaire. Ils vont calculer la variation sur l'image. Donc, ils vont calculer les pixels qui vont influencer le plus ce neurone sélectionné. Donc, ils vont calculer l'information de gradient juste sur les pixels pour influencer au maximum ce neurone. Et ensuite, ils vont, au lieu de le faire de façon fine avec un epsilon, ils vont récupérer une image qui change au maximum ce neurone, ils vont l'additionner à l'image initiale, ils vont refaire une forward, une backward, ils vont appliquer la nouvelle image, et c'est comme s'ils faisaient un problème d'optimisation sur l'espace des images pour essayer de maximiser la valeur d'un seul neurone. Et là, on obtient une sorte de résultat qui fait un peu peur, où le réseau, vous pouvez voir qu'il encode des informations en perdant peut-être la localité ou l'échelle. Ça ressemble drôlement à des fractales, et ça a été obtenu par des réseaux de convolution. Donc, les réseaux de convolution qui sont invariants par translation, ça semble être ce qu'on observe comme image qui va modifier au maximum un neurone sélectionné dans l'architecture. Donc, plus pratique, les gens ont aussi utilisé cette méthode de backpropagation pour essayer de déterminer les pixels qui contribuent à la prédiction. Donc ça, il y a un cas classique où c'était une personne qui voulait classifier des champs. Donc, elle se promenait dans sa voiture et il y avait des types de champs. Il prenait des photos avec son appareil photo. Et finalement, son modèle fonctionnait super bien pour un type de champ en particulier. Et la personne a décidé de creuser un peu plus. Et ce qu'elle s'est rendu compte, c'est que pour un type de champ, le modèle se concentrait sur le signe Mercedes. Et en fait, quand la personne a créé sa base d'apprentissage pour un type de champ, il y avait toujours une sorte de reflet avec son appareil photo où il y avait le signe Mercedes. Et le réseau de neurones, il est excellent à trouver des corrélations et pas vraiment des informations de causalité. Donc, pour tester si votre modèle se base sur la bonne chose pour faire sa prédiction, ça peut être utile de faire la backpropagation jusqu'à l'image en entrée. Et vous allez récupérer ce qu'ils appellent une saliency map. Donc, c'est la carte des pixels qui sont les plus excités pour prédire l'objet dans l'image. Et dans ce papier du laboratoire qui a produit VGG, qui est un modèle très populaire aujourd'hui, en fait, ils ont fait une deuxième étape où ils ont classifié les pixels foreground et background, je ne sais pas comment le dire en français. Et après avoir fait cette étape, ils récupèrent une sorte de segmentation de l'image initiale qui dit voilà sur quoi le modèle s'est basé pour faire sa prédiction. Et dans cet exemple, vous pouvez voir qu'ils se basent quand même sur la bonne chose quand ils arrivent à faire la segmentation. Ici, ils n'ont pas fait la deuxième étape de segmentation, mais vous pouvez voir que les pixels les plus actifs sont reliés à l'objet dans l'image. Donc maintenant, je vais donner quelques exemples aussi de composantes en deep learning qui sont reliées au graphe computationnel et aussi à une difficulté qui a fait en sorte que le deep learning a pris du temps
Parce que vous avez vu l'algorithme de backpropagation, c'était 1986 appliqué pour la première fois pour des réseaux de neurones. Donc pourquoi ça a pris autant de temps avant de passer à des graphes computationnels génériques, à des réseaux de neurones avec beaucoup de représentations intermédiaires? Mais le problème était principalement un problème d'initialisation et plus généralement un problème de propagation du signal. Donc au départ, donc ça c'est un papier de Xavier Deloro et Yoshua Bengio qui ont fait une étude empirique sur les activations des neurones sur différentes couches d'un feed-forward. Vous allez voir plus en détail le feed-forward ce soir avec le tutoriel. Donc si on initialise mal notre module, donc là on n'a pas commencé encore à faire d'apprentissage. Il faut juste donner des valeurs aléatoires à nos paramètres. Si vous donnez des valeurs égales à 0, vous coupez le signal dès le départ lors de la forward. Votre donnée sera multipliée par 0. Si vous initialisez mal W, mais regardez l'amplitude ici. Là, je vais juste prendre un scalaire pour simplifier. Vous allez obtenir moins 6. Moins 6, le point est ici. L'information de dérivée est presque nulle avec la sigmoïde. Vous voyez, j'ai tracé ici la fonction dérivée évaluée au point moins 6. La pente est quasiment nulle. Donc, lors de la backpropagation, je multiplie une information de dérivée de la fonction de coût par rapport à la sortie de mon module par l'information de la sortie de mon module par l'entrée de mon module. Et là, ici, j'ai 0. Donc, j'ai mon signal qui rentre dans mon module comme ça. À l'intérieur, je calcule ma dérivée. Ma dérivée est égale à 0. Je coupe mon signal et toutes les couches précédentes recevront quasiment aucun signal. Donc, si ça arrive dans la toute dernière couche en haut et que vous avez 100 couches, le signal est tué au tout début et après, il n'y a plus de signal qui va passer, sachant que les représentations qui seront apprises le plus rapidement possible, c'est des représentations de bas niveau et c'est sur ces représentations que les autres représentations latentes vont pouvoir se construire pour simplifier le problème. Donc, la backpropagation, elle commence de la fin vers le début et vous devez vous assurer que le signal passe à travers tous les modules et soit bien régularisé. Et ça, vous allez le voir par rapport à vos performances lors de l'entraînement sur le training set, en regardant les courbes d'apprentissage fournies par l'Optimisa. Donc, en termes d'initialisation, c'est un problème qui est bien connu. Maintenant, il y a des initialisations qui sont plus intelligentes pour permettre de propager dès le départ le signal. Ici, ce qu'ils avaient observé, c'est que la couche 4, qui est la dernière couche, sa sortie tombait à 0 très rapidement. Ensuite, pour 100 époques, il ne se passe absolument rien. Ils ont laissé tourner l'algo très longtemps. Et après 100 époques, le signal a commencé à propager petit à petit. Et là, les représentations ont commencé à changer dans les premières couches. Et là, le réseau a pu s'apprendre. Donc, le early stopping, c'est un peu dangereux aussi. Parce que si rien ne se passe, vous n'êtes jamais à l'abri que dans peut-être 1 an, il va se passer quelque chose. C'est un peu le problème de l'arrêt en informatique. Donc, ça, il faut en être conscient. Il faut aussi pouvoir le contrôler. Donc, en termes d'initialisation, ce que les gens ont fait, c'est d'essayer d'être invariant au nombre d'entrées du neurone. Mais ça, c'est encodé directement dans les librairies. Ce n'est pas super important. Je vais plutôt passer du temps sur batch norm qui pousse ce concept plus loin. Donc, au lieu de simplement vous assurer de normaliser vos données en entrée du modèle avec le pré-processing que j'ai montré auparavant, batch norm va le faire dans des étapes intermédiaires dans l'architecture du réseau. Donc, vous allez faire un pré-processing de vos données en entrée du modèle et ensuite, vous allez mettre des modules batch norm à certains endroits pour vous assurer que votre signal se propage toujours correctement. Et là, étant donné que j'ai une librairie moderne, je peux juste me concentrer sur la forward et pas faire la backward et la update. Donc, en termes de forward, je vais recevoir un mini-batch à l'intérieur de mon module batch norm. Ce mini-batch, je vais calculer la moyenne pour chacune des composantes de mon vecteur, ici, pour la mini-batch. Je vais faire la même chose pour la variance et je vais standardiser ma représentation avec cette statistique obtenue dans le mini-batch. Et la dernière opération, je vais faire une mise à l'échelle plus une translation. Donc, batch norm a 2 paramètres qui sont gamma et bêta pour récupérer l'information d'ordre. Oui?
Donc, la question, c'est est-ce que batch norm va décider automatiquement de la moyenne et de la variance? Est-ce que batch norm va prendre quelque chose de représentatif ou vraiment y aller au hasard? En fait, c'est comment vous définissez votre mini-batch. Batch norm, c'est juste un module à l'intérieur de votre graphe computationnel. Et comme je disais, vous allez empiler des exemples aléatoirement pour construire votre mini-batch. Et batch norm va juste recevoir un ensemble d'exemples choisis aléatoirement. Et il va faire ses statistiques sur ce petit exemple. Et en fait, les gens se sont rendus compte que batch norm avait aussi un effet de régularisation, parce que étant donné que votre échantillon est donc je ne sais pas, vous avez une base de train de 100 000 exemples, vous passez à un mini-batch de 500, votre statistique au niveau de la moyenne et de la variance ne sera pas très bonne, en fait. Va être bruitée et va changer d'un mini-batch à l'autre. Et le fait qu'il y ait du bruit ici, ça implique une régularisation structurelle dans le réseau pour que les représentations soient robustes à ce bruit engendré par batch norm. Donc, ils ont créé batch norm dans l'optique de faciliter la propagation du signal en forward et en backward. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait super bien aussi à cause d'un effet de régularisation. Mais pour faire de la vraie régularisation, là, il y a Dropout, qui est que quand c'est sorti, c'est Jeff Hinton qui a publié Dropout en premier. Et quand il l'a présenté à la conférence, les gens ont rigolé puis ont dit c'est un bug, ça ne peut pas marcher. Et vous allez voir pourquoi. Donc ici, il y a un feed-forward, donne en entrée une donnée, et là, j'ai ma transformation linéaire, et je vais avoir une non-linéarité sur les cercles ici. Même chose, cette représentation latente sera transformée avec une transformation linéaire suivie de non-linéarité. Et ensuite, je vais avoir la prédiction de mon modèle qui sera donnée au module de fonction de coût. Dropout, qu'est-ce que ça fait? C'est pour chaque élément de mes représentations latentes, je fixe à 0 avec une probabilité de 0,5 la valeur de ma représentation. Donc là, je suis vraiment en train de tuer le signal ici en forward avec une probabilité 0,5. Ce qui arrive, c'est qu'on a des vecteurs avec des représentations latentes qui sont assez grandes. Donc, mon graphe computationnel, je vais toujours avoir la probabilité que je coupe complètement la forward est très, très faible, parce que ces vecteurs sont très grands. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va spécialiser, en quelque sorte, mes représentations latentes pour ne pas qu'elles dépendent des autres, de ses voisines, en quelque sorte. Donc, cette représentation latente ici, ah oui, j'ai oublié de dire ça, on va le faire pour chaque exemple d'entraînement. Donc, autrement dit, j'ai un graphe complet, je reçois un exemple en entrée, je fais un échantillonnage d'un sous-graphe en enlevant la moitié ici sur mes couches, sur mes représentations intermédiaires, et je vais enlever 30% sur l'entrée. Donc, je vais même ajouter du bruit par rapport à l'entrée. Et après, je vais faire une forward, une backward sur ce sous-graphe. Donc, c'est comme si j'étais en train d'entraîner plein de réseaux en parallèle qui sont échantillonnés aléatoirement avec Dropout. Et mes représentations que je vais apprendre dans ces sous-graphes seront plus robustes, vont contenir de l'information qui ne vont pas dépendre des représentations voisines dans le vecteur. Et ça, c'est une idée qui revient souvent, en fait. C'est comme si on avait un réseau avec énormément de paramètres, et pour une entrée en particulier, il y a juste une sous-partie de ce gros réseau qui sera activée. Le reste ne servira pas tellement. Le reste va servir pour d'autres exemples qui seront différents. Donc, c'est comme si on induisait une information a priori de spécialisation de régions dans mon graphe computationnel. Oui. Donc, la question est, est-ce que ce n'est pas du mini-batch ici qu'on est en train de faire? En fait, c'est plus fin que de faire l'échantillonnage d'un sous-graphe par mini-batch. On va le faire par exemple d'apprentissage. Donc, si on a 500 exemples dans notre mini-batch, on va, pour chaque exemple, échantillonner un graphe différent dans le mini-batch. Oui. Le multitâche, donc la question c'est,
Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le multitask? Le multitask, c'est on conserve la même architecture pour différentes prédictions en sortie. Et l'information de ces différentes prédictions est propagée à l'intérieur du graphe, à travers tout le graphe computationnel. Ici, la régularisation structurelle, on a une seule prédiction. Par contre, on regarde plein de sous-modèles, plein de modèles en parallèle qu'on va entraîner ensemble pour maximiser nos performances. Et je vais juste vous donner la façon de combiner tous ces sous-graphes par la suite. C'est lorsque vous êtes en training time, bien, vous allez garder ce neurone avec une probabilité P, qui est 0,5 en général. Lorsque vous passez en inférence, vous allez utiliser tout le modèle, tout le graphe computationnel complet. C'est juste que vous allez multiplier la valeur des paramètres par la probabilité d'apparition du neurone. Donc, si ce neurone avait une probabilité P, ou si cette composante du vecteur de la représentation avait une probabilité P d'apparaître, eh bien, je vais multiplier les paramètres associés à ce neurone par P. Et là, en inférence, je vais utiliser tout le graphe en lui-même. Mais l'information a priori que j'ai encodée ici, qui est très générique, qui peut s'appliquer dans plein de domaines différents, c'est que je veux que mon graphe, pour un training example, qui est juste un sous-graphe qui soit utilisé, qui est juste une sous-partie du graphe qui se spécialise pour ce training example, de telle façon que ce n'est pas toujours tout mon graphe qui est activé pour un training example. Oui. Donc, ça sauve du calcul. En fait, ça ne sauve pas vraiment du calcul. Parce que tout ça, c'est fait avec des multiplications matrice-matrice. Ça sauverait du calcul si on passait en des représentations matrices sparses. Et sur GPU, on ne le fait pas vraiment. Sur GPU, on utilise vraiment des matrices pleines. Et là, on récupère des matrices avec beaucoup de zéros lorsqu'on fait du dropout. Et il y a des gens en matériel qui se disent on fait beaucoup de multiplications par zéro. Pourquoi pas faire du matériel dédié pour éviter de faire trop de multiplications par zéro? Mais à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a une complexité de programmation sur GPU, on continue de remplir nos matrices avec des zéros et de faire du calcul matriciel avec des matrices denses. Oui. Oui, la question, c'est est-ce que les librairies prennent déjà en compte dropout avec la différence entre le training et l'inférence? Et en fait, vous allez le voir dans les tutoriaux. Dans PyTorch, c'est model.mode et vous définissez si vous êtes en mode apprentissage ou en mode test. Et ça va justement changer le mode d'opération du module dropout à l'intérieur de votre graphe computationnel. Oui. Donc la question, est-ce que c'est dangereux d'utiliser dropout lorsqu'on a des données qui ne sont pas balancées, donc pour une classe 1% et pour l'autre classe 99%? Je ne vois pas a priori de problème. Ce serait plutôt au niveau de la fonction de coût que vous allez pénaliser davantage les données qui sont rares, pour être sûr que c'est ce qui va se passer avec votre modèle, c'est qu'il va juste toujours prédire la classe dominante. Donc la fonction de coût va décroître très rapidement. Et pour éviter ça, bien, vous allez pénaliser le fait qu'il fasse des erreurs sur la classe qui n'est pas très bien représentée. Dropout ici, c'est une méthode de régularisation structurelle qui est complètement indépendante des données. C'est un peu ça qui choque les gens, c'est que finalement, empiriquement, on a trouvé une façon qui n'est pas tellement compliquée, c'est juste d'enlever des neurones avec une loi de proba, mais qui fonctionne sur différents datasets. Ça fonctionne sur les images, ça fonctionne sur le son, ça fonctionne sur le traitement de texte avec des réseaux récurrents. Il y a des notions de dropout aussi là. Donc, finalement, ce n'est pas très relié au dataset et ça fonctionne en pratique d'utiliser du dropout. Donc, la question, c'est quel était le delta qu'on a observé
sur les différentes tâches en utilisant Dropout. C'est des résultats significatifs en termes de publications scientifiques. Il y avait des datasets que les gens ont passé beaucoup de temps à essayer d'avoir les meilleures performances. Dropout, quand l'article est sorti, l'idée était super simple. C'était des résultats statistiquement significatifs en termes de différence. Ils ont bien fait le travail, étant donné que l'idée était simple, qu'ils n'avaient pas vraiment de justification mathématique. Vous pouvez lire l'article, c'est vraiment des justifications intuitives. Mais par contre, sur les benchmarks, sur tous les benchmarks, ils battaient l'état de l'art systématiquement. Et les gens ont dit, vous avez fait des bugs et ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être vrai. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, comme je disais, les librairies, vous pouvez les télécharger, essayez vous-même. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont remarqué que Dropout avait un effet bénéfique sur différentes applications. Donc, en fin de compte, en deep learning, il y a beaucoup d'idées qui sont publiées. Il n'y en a pas tellement qui résistent le test du temps, où les gens vont se souvenir de l'idée et l'utiliser. Dropout, c'en est un. Qui a résisté. Oui. Batchnorm aussi, c'est un autre qui a résisté. Oui. La question, c'est comment fit-il la probabilité ici, qui est un hyperparamètre? Ça a été de façon empirique aussi. Ils ont fixé dans l'article, ils traitent différentes valeurs de probabilité et ils suggèrent 0,5 comme valeur par défaut. Les architectures, ils ont testé différents nombres de neurones, mais ils ont fixé une probabilité de 0,5. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un optimum qui pourrait être appliqué dans différents datasets? Je ne crois pas. Je crois que vraiment, c'est un autre hyperparamètre qu'on doit modifier. Par contre, en général, ce n'est pas cet hyperparamètre que je vais commencer à modifier pour ma recherche d'hyperparamètres. Parce que j'ai déjà un modèle qui performe super bien. Je mets une touche de régularisation structurelle et des fois, Dropout, ce n'est pas encore suffisant comme régularisation. Donc là, il faut que je rajoute encore d'autres mécanismes. Oui. Donc, oui, la question, c'est pour Dropout, quand on est en train, on a une probabilité P d'apparition du neurone, et en test, la probabilité devient 1. En fait, en test, on va garder le neurone avec probabilité 1. Par contre, en test, les paramètres seront multipliés par la probabilité. Comme si je faisais une sorte de moyenne de tous ces sous-modèles qui ont été entraînés en parallèle. Je pondérais les paramètres par la probabilité d'apparition du neurone associé. Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la spécialisation qui se passe dans nos cerveaux? Je crois que l'article a été influencé par ce genre d'intuition, oui. Mais je veux dire, les graphes computationnels et les réseaux de neurones qu'on utilise ici, ce n'est pas les meilleurs modèles pour représenter ce qui se passe dans notre cerveau. C'est des modèles qui fonctionnent bien en pratique. Il y a des modèles qui sont plus près d'une modélisation plus fine de ce qui se passe dans nos cerveaux, qui ont des performances qui ne sont pas aussi bonnes, en fait, sur les datasets qu'on utilise. Donc, je vais devoir conclure. Par contre, je vous ai donné encore un petit peu de lecture. Par rapport au cours aujourd'hui, j'ai introduit un certain formalisme, un certain nombre de maths. Si vous avez compris, vous pouvez continuer avec le cours de Hugo Larochelle. C'est un cours de maîtrise doctorat, où là, il va vraiment faire les opérations avec un formalisme plus puissant. Il va vraiment faire étape par étape les calculs. C'est disponible sur YouTube. Ensuite, il y a le blog de Christopher Tola, je crois, sur les graphes computationnels, qui est aussi super bien expliqué. La page de Michael Nelson, qui présente aussi des concepts, mais d'un point de vue différent. Et sur le Distill Journal, vous pouvez voir des méthodes de visualisation de features apprises par le réseau.
dans cet article. Donc, merci beaucoup.